Alors, il est là, notre artiste, Monsieur Ousmane Gueye. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes artiste, sculpteur, mais aussi architecte. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Ousmane Gueye? Moi, je suis sculpteur. J'ai eu des notions d'architecture. J'ai fait 7 ans d'architecture issu de l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris. J'ai eu la chance de connaître aussi l'Académie des beaux-arts de Rome. Par la suite, je suis allé au Japon 8 ans où j'ai fait l'agroforesterie ainsi que la permaculture et ce qu'on appelle des parcs paysagers. J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis durant 18 ans. J'étais au Brésil, en Thaïlande, Mexique, etc. Donc, sillonne le monde toujours à la recherche de l'absolu, avec l'art, avec une maturité aujourd'hui, je crois, assez importante, sur lequel, voilà, il est temps de rentrer en Afrique pour essayer de faire quelque chose, pour aider le développement culturel, ainsi que la culture et le tourisme. Vous avez beaucoup voyagé, vous êtes parti dans beaucoup de pays, vous avez fait beaucoup de découvertes, mais cela a été commencé par le président Léopold Sédar Senghor lors de cette manifestation culturelle des Beaux-Arts à l'âge de 6 ans, je ne me trompe pas. Oui, oui. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une cité à Thiès où il y a une biodiversité assez importante qui est la cité Balabé. Mon père était un ancien de la Régie des chemins de fer et qu'après le Festival mondial des arts nègres, qui a été bien entendu initié par le président Senghor, c'est celui qui m'a par la suite continué. Cette découverte était exceptionnelle. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est de là où la garde en fait, républicaine est venue me chercher. Et c'est Senghor qui m'a octroyé en tant que parrain une bourse de l'enseignement supérieur au temps du ministre Alioune Sène de la Culture. Après le passage de André Malraux, qui est un des plus grands ministres de la Culture de ce siècle, ainsi que Ousmane Camara, qui était à l'époque le ministre de l'Enseignement supérieur. Et c'est Senghor vraiment qui m'a suivi pratiquement durant toute ma carrière, que je remercie vraiment énormément aujourd'hui. Vous aviez 6 ans à cet âge. Vous étiez sûrement le plus jeune garçon de cette école des Beaux-Arts à Paris. Oui, les Beaux-Arts, j'ai rejoint les Beaux-Arts plus tard. Mais lorsque j'ai eu 6 ans, c'était à Thiès, à l'école primaire, où il y avait à l'époque ce qu'on appelle initiation à l'art, initiation tout court artistique, et que je faisais de la terre crue, sur lequel on avait aussi des dessins. Et tous les travaux des élèves de cet âge-là étaient rassemblés à la fin de l'année pour montrer aux parents avec une fête. C'est comme ça. Et par la suite, vous savez, il y a eu cette compagnie Air Afrique, Air France, et ainsi que le président de la République ont organisé sur la plage de la baie de Anne des concours plage, ça s'appelait. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui en France des châteaux de sable. Et c'est ce qui a fait que les premières sculptures en sable que j'ai érigées sur cette plage-là m'ont permis tout simplement d'avoir une relation très étroite avec le président Senghor à l'époque. Et que lorsque j'ai été convoqué à la présidence, mon rêve à cette époque-là, plus tard, était de diriger un monument sur la place de l'Indépendance qui équivalait à la Tour Eiffel et l'aménagement de la corniche ouest de Dakar. Et c'est là où le président a dit « Ah, vous comprenez, il faut vous perfectionner avant de revenir au pays pour faire de genre de travaux de cette envergure. » Et c'est là, malheureusement, Senghor est parti avant que j'atteigne en tout cas l'âge de pouvoir faire quelque chose. Monsieur Gueye, où est-ce que nous sommes là? Alors ça, c'est une vieille histoire parce que j'ai grandi dans cette maison-là, qui était la maison de mon père et que j'ai pu acquérir après sa disparition. J'ai transformé cette maison parce que je crois beaucoup à l'intégration de l'art dans les quartiers populaires. Donc je suis à Ouagougnay 2 sur une route bien fréquentée de l'avenue El Hadji Falilou Mbacké. Voilà que je suis en train de faire une galerie où présenter mes œuvres. J'ai quelques pièces des sculptures que j'ai pu paracheminer depuis New York d'abord, que j'ai apporté avec moi ici, pour que les gens puissent quand même découvrir en même temps mon travail visuel, qu'est-ce que je fais, qui sont composés
de marbre, d'agate et d'albâtre, qui sont des semi-précieuses, qui sont des pierres qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire. Évidemment, c'est quelque chose de très beau. En tout cas, votre maison, c'est votre maison? Oui, je suis dans ma galerie, dans ma maison, oui, bien sûr. Je suis dans une propriété qui m'appartient aujourd'hui. J'habite en France, malheureusement, et que c'est là-bas où je travaille. Je suis en train d'essayer de voir comment nous pouvons s'installer ici, définitivement, au Sénégal, parce qu'on a tellement de choses à faire qu'il faut les faire sur place. D'accord, donc on va faire une petite visite, voir les œuvres et tout. Voilà. Ce sont des pièces qui représentent des livres pour célébrer le wisdom et la connaissance. Donc les livres de tous ceux qui sont, rendre hommage à tous ceux qui sont disparus avec leur savoir, comme disait Ampateba, qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Donc je crois que pour intéresser les enfants de l'importance de l'école, sur l'éducation, sur le savoir, j'ai travaillé sur un thème de chaque exposition à ce que célébrer ce wisdom-là. Donc cette sculpture représente 3 personnages, donc des têtes, avec leur savoir, que j'ai gagné un concours aux États-Unis sur un écrivain de Harlem Renaissance qui s'appelle Langston Hughes, avec la ville de New York, inaugurée par Giuliani à l'époque et de sa femme, sur la plus grande avenue du monde, Broadway, l'une des grandes expositions, vraiment, ce qu'on appelle une exposition grand public, et que cette sculpture que j'ai réalisée se trouve aujourd'hui à Queens, à la librairie Langston Hughes, réalisée l'œuvre, l'édifice, la bibliothèque par David Brody, qui est un architecte moderne, contemporain aujourd'hui. Donc voilà, ce sont des livres qui représentent une tête, n'est-ce pas? Parce que comme celle-ci, c'est la même chose. Dans la littérature africaine, dans le savoir africain, nous avons hérité de la connaissance des parents que l'aîné toujours de la famille, avant la disparition, lorsqu'on est au courant de ce qui se passe, comme ce fable de La Fontaine sur le laboureur et ses enfants, qui fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor, il a appelé les gens pour leur dire quelle était l'importance, en tout cas, d'une vie sur la terre. Alors, on doit rendre hommage à tous ceux qui sont disparus avec le savoir. Donc, Wolié Soyinka, Léopold Senghor, Aimé Césaire, j'ai voulu, à travers ces sculptures-là, montrer l'éducation. Quelle est la place de l'éducation et donner de l'ambition aux enfants pour aller à l'école, pour apprendre. Celui qui dit que l'école n'est pas important, il n'est pas de ce monde-là. Donc ce sont des têtes livres, ça s'appelle, qui célèbrent l'écriture, le savoir et la connaissance. Vous pouvez le voir, il y a des pages, il y a des personnages qui sont assez importantes, comme une inspiration de Modigliani, on peut parler de Giacometti aussi, on peut parler de l'art africain contemporain qui a donné naissance à celui du XXe siècle et qui est aujourd'hui pour moi quelque chose qui serait le XXIe siècle. Donc je vous montre celle-ci. C'est toujours le même thème que l'on voit le livre. Mais lorsqu'on fait une symbiose entre l'art et l'architecture, on peut tout à fait regarder la forme. La forme d'une sculpture, elle est basée sur l'équilibre, la lumière, les rapports de plan, l'esthétique qu'on peut comprendre sur cette œuvre d'art-là et qui signifie quelque chose. En dehors de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut tout à fait voir un immeuble sur cette pièce-là. Si l'architecture intervient, l'architecture n'est autre que des volumes qui sont des sculptures fonctionnelles et habitables, qu'on peut rentrer dedans et puis voilà. Donc je peux tout à fait transformer cette sculpture-là en une demeure, tout simplement, que l'être humain, que l'homme peut rentrer dans cette sculpture-là. En dehors de l'équilibre, je parle vraiment des formes sur l'esthétique et la perspective de l'œuvre. Et c'est ça qui est important dans une œuvre d'art pour que lui donner une valeur avec vraiment les professionnels de l'art au vrai sens du mot. N'est-ce pas? Et il y a celle-ci aussi qui fait partie de cette...
qui est le Traveling Love, ça s'appelle. C'est toujours l'image du livre avec un couple de deux têtes superposées. Et on voit sur les détails l'alphabet qui est dispersé depuis le A, de A à Z. On le voit sur la chevelure du personnage. Donc il y a l'écriture qui est toujours présente sur ces deux personnages-là. Et puis il y a celle-ci qui complète ce que je viens de dire. On a des caractères, des 26 lettres de l'alphabet qui sont dissimulés un petit peu partout sur les sculptures. Si j'avais à faire ce qu'on appelle une analyse d'une œuvre, c'est cette l'union d'une famille intellectuelle qu'on a voulu représenter sur cette sculpture-là. Parce qu'il y a le patriarche, la mère, il y a la grand-mère et il y a les deux enfants qui sont de ce côté-ci, qui peuvent vraiment dire quelque chose. C'est comme ça qu'on peut transcrire ce qu'on fait à travers la pierre, ce qu'on ressent en général en soi-même, qu'on essaie d'exprimer, qui sort à ce que chaque unité, chaque individu puisse se sentir lui-même un tout petit peu dans ce que vous faites. Ça, c'est la définition, en tout cas, de l'art et de ce que moi je fais sur la sculpture. Voilà. Vous savez, ça, c'est une pièce de Looking Up, parce que quelquefois, on travaille aux États-Unis, on travaille sur des thèmes qui sont en anglais. C'est la femme qu'on a voulu célébrer ici, qui est dans le plus haut qu'on puisse, le respect de la femme. Looking Up, c'est regarder en haut, aller up. Et on travaille sur la chevelure, les rapports de plan, le rythme qui est perpétué sur ce travail-là que l'on voit, comme Michelangelo, comme Léonard de Vinci, etc. C'est un travail vraiment très poussé du ponçage, le polissage de l'œuvre et l'importance autour de la sculpture. Moi, je crois très sincèrement que les matières sont très importantes. Henry Moore, qui est un sculpteur contemporain anglais, qui est une figure emblématique de la sculpture dans le monde entier. Quand on regarde sur le net, on verra qui c'est. Et il a une énorme sculpture aux Nations Unies. Parler que on peut, à travers une terre, même pas cuite, représenter une sculpture d'une valeur de milliards de dollars par rapport à la justesse de l'œuvre. Mais les matières sont très importantes. D'abord par leur flexibilité malléable et la technique de travail sur laquelle on utilise pour atteindre ces matières-là. Ce sont des albâtres, ce qu'on appelle cristallisés, qui viennent de Utah. Ça, c'est le Grand Canyon aux États-Unis. Il y a d'autres pièces qui, en provenance de Colombie. J'ai trouvé des pierres voilà, au Brésil, au Mexique, etc. Donc, ça sont les matières de prédilection que moi, je travaille, avec des schistes aussi qui sont des ardoises, parce que je trouve vraiment mon compte et je suis devenu amoureux de toutes ces pierres-là aujourd'hui et que je crois que dans l'avenir, on sera en mesure d'aider les jeunes artistes sénégalais à améliorer leur travail, à aller sur des matières qui sortent de l'ordinaire pour que l'art puisse devenir un moyen économique d'Afrique et du Sénégal surtout, voilà, pour rentrer dans le plus haut de ce qu'il y a dans le 21e siècle, ce que j'appelle la rentrée de l'Afrique dans le 21e siècle, ne peut se faire que par notre art. Monsieur Gueye, nous venons de faire le tour de votre exposition dans votre maison. Nous avons trouvé de belles choses. Maintenant, nous voulons savoir maintenant, est-ce qu'il y a une exposition qui vous a le plus marqué durant toute votre carrière? Vous savez, madame, il y a tellement d'événements et de manifestations culturelles dans votre carrière qu'on ne sait plus lequel. Mais de participer à la FIAC, c'est rassembler des artistes venant du monde entier. Ça se passe au Grand Palais à Paris. J'ai fait le Harumi Expo, ça c'est à Tokyo. J'ai fait le Art Basel à Miami, parce que c'est des grandes choses. Je suis comblé, heureux de voir moi, Ousmane, l'enfant de Wagunyai, où il y avait Guernica, c'est un des tableaux les plus connus de Picasso, avec ma sculpture près de ce tableau-là, qu'ils ont mélangé les deux, c'était inouï. Mais si j'ai réussi à New York,
a exposé en 95-96 sur la plus grande avenue du monde, ouvert le premier noir qui expose sur la plus grande avenue du monde, avec les livres, avec le maire Giuliani et son épouse. C'est celui-là, en fait, qui était l'une des plus grandes expositions qui a marqué ma carrière, où j'ai su que cela valait le coup de partir aux États-Unis pour concurrencer les grands artistes de ce monde. Et parce qu'après moi, il y a eu Botero, qu'on ne présente plus. Il y a eu des œuvres de Giacometti en face de la banque Chase Manhattan Bank et le Waldorf Astoria Hotel que tout le monde connaît. Et ces œuvres ont été exposées dans la rue à New York durant pratiquement 2 ans. Ça, c'est l'une des expositions les plus extraordinaires que j'ai vraiment vécues. Alors, intéressant. Dites-moi alors l'art et le développement, la place de l'art dans le développement du pays. Vous savez, l'Afrique est une source d'inspiration inépuisable. À l'heure de la mondialisation, aujourd'hui, la seule chance que je dirais le Sénégal, parce que je ne parlais même pas d'Afrique, qu'elle a pour participer à cette mondialisation, il y a 2 choses importantes. Il y a le réchauffement climatique, la réduction des gaz à effet de serre, et puis vraiment le reboisement, etc. Mais l'art est un facteur de développement économique que l'on ne peut même pas imaginer. Je crois que si tous les artistes africains, mais encore une fois de plus sénégalais, trouvent le moyen sur ce que je fais, parce que ça fait longtemps que je suis là, ce que j'essaie de créer aujourd'hui, c'est qu'il y ait un point de convergence. C'est-à-dire que tous les moyens d'expression artistique puissent se rejoindre pour créer les expositions ou les événements culturels les plus extraordinaires. Au lieu de partir pour offrir qui nous sommes, notre culture, nos œuvres à l'étranger, il faudrait que ce soit eux qui viennent pour voir ce que nous faisons ici. Il n'y a que ce moyen-là où nous pouvons participer au développement économique, dit d'abord, financier, culturel et tout ce qu'on veut. Donc je parle de Woodstock Africa, je parle des plus grandes ambitions du 21e siècle. J'ai vu, j'habite pas au Sénégal, tout le développement qui se fait autour de l'architecture, de la construction, des cités entières, des trains, des avions, des aéroports. Mais comment pouvons-nous expliquer ce développement-là? Elle va se solder par quoi? N'est-ce pas? Parce qu'il faudrait mettre à sa juste valeur un développement. Un développement, on peut dire aujourd'hui, donc ma pensée profonde par rapport à ce développement, donner à la culture et l'art sa place, serait de dire que oui, le Sénégal est le premier pays qui va présenter la première exposition universelle d'Afrique, comme en 1900, à l'occasion où la Tour Eiffel a été érigée en France, ou bien la Chine l'a présentée il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui, on pourrait justifier tout ce que nous faisons comme démarche par une exposition universelle. D'accord. Edith, est-ce que vous avez des projets dans l'avenir à proposer ici, dans votre pays? Oui, c'est la raison pour laquelle je suis là. Des projets, j'en ai toujours eu. Parce que l'artiste est vraiment habité par des projets, parce qu'on est tout le temps dans des projets. Mais je crois que je suis en mesure aujourd'hui, tout simplement par rapport à tout ce que j'ai pu acquérir sur le plan international et la connaissance, de montrer la voie, d'abord par des jeunes artistes, et d'ouvrir ce qu'on n'appelle pas une école vraiment, mais un atelier de production, transmettre la technique de travail, etc. Donc le plus grand projet, j'en ai fait déjà, parce que j'habite en France, dans les châteaux de la Loire, où j'ai fait un projet intitulé La Forêt Bleue, qui a une relation entre l'art et la nature. La nature, ce sont des arbres. J'ai travaillé sur 300 œuvres qui sont des arbres qui vivent et que j'ai donné une âme, que j'ai sculptée. Parce qu'auparavant, je récupérais les arbres morts pour leur donner une seconde vie à dominante bleue, donc polychrome, bien entendu. Et aujourd'hui, ces arbres-là sont en vie.
je suis en mesure de créer. Créer, ça veut dire que c'est de faire des choses qui n'existent pas, auxquelles il faut, avec l'innovation, c'est la seule manière où on peut faire quelque chose sur ce projet-là. Donc, mon intention n'est autre que de sillonner le Sénégal. Nous avons 14 régions, pour l'instant, connues, officielles. Chaque région au Sénégal a quelque chose de particulier. Parce que mon souci, c'est d'abord de développer ces ressources qui peuvent participer au plan émergent, etc. C'est de faire des musées de sculptures monumentales en plein air que j'ai érigés dans ces différentes régions pour qu'on puisse voilà, participer au développement économique, comme on disait tout à l'heure. Mais j'ai quelque chose de particulier. Ce sont, en dehors de ce que je fais dans la sculpture, il y a la permaculture, il y a l'agroforesterie, que j'ai pu acquérir des connaissances inouïes sur tout ce qui se fait aujourd'hui comme aliments bio, participer à la santé, que faire du Sénégal un pays exportateur de ce que nous produisons, mais toujours dans les règles de l'art, créer des emplois dans toutes ces régions-là, c'est vraiment énorme. Maintenant, c'est comme un chercheur, j'explique ça de cette manière. La malchance de l'incompréhension quelquefois d'artistes font que c'est juste la façon là où vous êtes. Qu'est-ce que vous connaissez? Comment vous vous exprimez vous-même par rapport à la maîtrise de ce que vous faites? Nous sommes aptes aujourd'hui à aider notre pays pour développer l'art dans sa globalité, dans des régions différentes, pour amener plusieurs millions de personnes. Parce que, vous savez, il y a une décadence aujourd'hui dans la création. Que ce soit en Europe ou ailleurs, il est temps de créer ce qu'on appelle une nouvelle tendance d'expression artistique. Et l'Afrique a encore une fois de plus sa chance pour la rentrée de l'Afrique dans le XXIe siècle. Donc, à travers l'art, nous allons véhiculer, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, avec ceux qui sont des dirigeants des pays d'ici, qui sont à la tête de ces organismes-là et ces organisations, pour que l'on puisse ensemble faire quelque chose d'exceptionnel. Parmi vos projets, vous avez parlé tantôt de l'agroalimentaire, un projet qui vient à point nommé avec l'envie du président de la République, son souhait de développer l'agriculture et de faire travailler les jeunes ici, ces jeunes. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à réfléchir sur cela? Oui, moi je vous ai dit tout à l'heure au début que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement qui était Thiès, et tout le monde connaît la détermination jadis du président Léopold Senghor sur le reboisement au Sénégal. Mais j'ai grandi dans une maison magnifique avec des plantes superbes, et tout le monde connaît les caïcédras, que ce sont des acajou d'Afrique qui poussent vraiment à Thiès. La biodiversité, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel le point culminant, essentiel de l'ensemble du monde. Il y a eu 195 présidents qui se sont réunis ensemble pour poser le doigt sur la question sine qua non de qu'est-ce que nous allons faire sur cette terre qui est aujourd'hui menacée. Ça veut dire que l'eau, les trois facteurs essentiels de la survie de l'homme, c'est quoi? L'eau. Personne ne peut vous dire que je ne respire pas parce que l'oxygène, il est important. L'oxygène est dégagé par les arbres et qui absorbent le gaz carbonique, n'est-ce pas? Donc, ces arbres qui sont liés comme l'œuf et la poule avec l'eau. Quand il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'eau. Et que l'eau, en même temps, nourrit l'arbre et l'arbre appelle l'eau. Il y a le deuxième facteur de ce qui nous intéresse tous et que nous pouvons être d'accord sur le même point d'égalité. C'est personne ne peut vous dire non plus que je ne mange pas. En ce moment, l'essentiel de la survie de l'homme, préserver cette terre pour que de futures générations puissent bénéficier et avoir leur part sur cette terre-là, parce que nous sommes tous d'accord que nous sommes ici uniquement pour un très court séjour sur la terre, d'où l'importance de préserver cette nature-là. Si nous parlons de spiritualité par rapport au Créateur suprême qui est Dieu, avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons faire notre part de marcher sur notre passage sur cette terre. Alors l'environnement,
l'agriculture, ce qui fait notre vie. C'est comme ça que j'ai eu la chance de partir au Japon 8 années consécutives avec un très grand paysagiste, agroforesterie ça s'appelle, sur des productions de bio, où on peut aujourd'hui regarder les légumes et les fruits les plus chers du monde. Donc je me suis perfectionné dans ce sens-là, en disant que je suis aujourd'hui en mesure de faire des melons qui coûtent 10 000 €. Et c'est très rigolo, mais on peut regarder les fruits et les légumes les plus chers du monde pour savoir que c'est la vérité. Nous ne pouvons pas vendre à la population sénégalaise ou ailleurs voilà, des prix exorbitants, etc. Mais nous pouvons participer à la santé des gens, leur donner de l'agriculture saine. Il y a ce qu'on appelle les OGM, donc ce sont des graines qui sont modifiées génétiquement, et puis sur les agrumes, quelque chose d'exceptionnel. Donc, cela ne sert à rien de partir dans une agriculture pour dire aux gens, tiens, il est préférable de manger que de mourir de faim. En ce moment, la qualité de ce qu'on produit, c'est là où se trouve l'importance. Je donne un exemple, entre une carotte bio, vous êtes obligé de manger l'équivalent de 1 kg pour être satisfait des vitamines qu'il y a dedans. Donc l'Afrique a une chance, le Sénégal a une chance aujourd'hui, de par sa position géographique, de par son climat, de par ses étendues de terre, d'être le premier pays producteur, entre mélanger ce qu'on appelle l'utile et l'agréable. Il y a une agriculture bio, il y a qu'on peut exporter. Il y a 3 qualités, 3 types de ce qu'on appelle quand on calibre des fruits ou des légumes. La première sera exportée parce que c'est ce que le monde recherche. La deuxième sera vendue à des prix voilà, abordables, en tout cas dans le pays, mais on a participé à une bonne santé de tout le monde. Et la troisième est dans le social. Le social, ce sont les hôpitaux, les daara, les écoles. On peut donner cadeau cette production-là à notre population. Maintenant, là où elle devient intéressante, c'est que si je réussis ce projet dont on parle encore de l'agroforesterie, c'est d'implanter la forêt bleue qui est à la fois un musée, parc de sculpture monumentale en plein air, où les moyens d'expression artistique peuvent se regrouper, la création d'emplois avec les femmes à qui je vais donner des cours sur... Parce que c'est quoi le problème? Le problème, il se situe à ce qu'il ne faut pas exurper, il ne faut pas que tout le monde fasse, parce que ça ne sert à rien de faire quand on ne sait pas. On a le droit, en tant qu'un Sénégalais, comme un professeur, comme un chercheur, de créer quelque chose. Ce que je vous dis là, par rapport à ce que j'ai pu acquérir comme connaissance, j'ai rajouté quelque chose pour être en mesure de fabriquer des engrais qui donnent cette qualité-là. Ce n'est pas parce qu'on plante des melons que ça va coûter ce prix-là. Il y a quelque chose de spécial qu'il faut mettre dedans. Et c'est quelque chose-là que je voudrais qu'on me laisse tout simplement pour une fois travailler sur ce projet, qu'elle puisse voir le jour avec les autorités, avec l'ensemble du ministère de la Culture, le tourisme et l'environnement pour que l'on puisse réussir quelque chose ensemble pour le bien du peuple sénégalais d'abord, et puis voilà, pour pouvoir être en mesure d'exporter et d'amener énormément de monde qui puisse venir, ce qu'on appelle les top dollars, parce qu'il faut payer un billet d'avion pour venir, il faut donner des hôtels, les remplir, il faut créer des emplois pour tout ça. Et c'est ça l'importance de l'art, comme on dirait tout à l'heure. Si l'art peut développer le pays, c'est dans ce sens-là que nous pouvons vraiment initier, apporter, participer, former. Voilà, ça c'est le langage culturel que je pouvais vous dire. Ça, c'est un grand projet. Ça sort de l'art pour l'art, ça devient l'art pour le progrès, comme le disait un écrivain célèbre. Maintenant, est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies dans ce pays-là pour mettre en œuvre votre projet? Voilà, ce que j'ai constaté, c'est que 15 millions de personnes, ce qui fait notre population, c'est tout petit. Quand on est en avion, on ne voit même pas les gens. On pense qu'on passe et personne n'habite dans ce pays-là. Donc c'est un pays tellement facile à diriger, à créer des choses. Quand on part, par exemple, à Touba, ou à Saint-Louis, ou à Tambacounda, on a l'impression que ce pays n'est pas habité
de l'immensité des terres que nous avons et que, voilà, il faudrait que, je crois, je n'ai pas eu encore la chance de rencontrer la personne clé qui a vraiment besoin, parce que moi, je viens d'arriver. Il y a plusieurs façons de participer à un développement. Il y a ce qu'on appelle des investisseurs venant d'autres pays. Et nous vivons à l'extérieur et personne ne me permettra, ni en Europe, ni aux États-Unis, de réaliser ce que je vous dis, parce qu'il y a des prioritaires. Ces prioritaires, ce sont les habitants de là-bas, qui sont des Américains, ou bien que ce soit des Russes, ou des Suisses, ou des Français. On ne laissera pas un Sénégalais développer quelque chose qui puisse avoir cette ampleur. C'est donc dans mon pays que j'ai envie de partager quelque chose comme ça. Les autorités, les 3 ministères qui sont concernés, j'ai rencontré quand même beaucoup de ministres depuis que je suis au Sénégal. À l'unanimité, tout le monde est d'accord que c'est le président de la République qui a besoin de vous. Donc c'est lui qui est concerné. Comme je disais tout à l'heure, ce président de la République, je ne l'ai pas encore rencontré. Je suis là. Je suis passé par la voie normale. On écrit une lettre. Cette lettre, elle n'a pas de réponse. J'ai rencontré peut-être 12 ministres qui ont dit la même chose. Mais je crois qu'avec les autorités, le principal concerné qui est à la tête du pouvoir et qui veut à ce que son pays se développe, c'est avec lui tout simplement que je dois avoir, de recevoir les aides qu'il faut et que de donner l'accent et le ton de recevoir un Sénégalais comme un chercheur, comme un médecin qui a trouvé un vaccin et que ce vaccin, il est déposé à l'Institut Pasteur et qu'on le reçoit correctement pour qu'il puisse voilà, réaliser tout simplement son rêve et avec son peuple. D'accord, intéressant. Mais tout le monde sait aussi que vous avez eu des relations particulières avec le président de la République, Léopold Sédar Senghor. Ça, c'est avéré. Mais au moment où vous aviez plus besoin de lui démontrer tout ce qu'il a inclus en vous, il n'était pas là. Mais il a été succédé par le président Abdou Diouf. Oui. Quelle a été votre relation? Alors, je n'ai pas eu la chance. Vous savez, on ne peut pas dire tout ce qui ne va pas. Mais je crois que le président Diouf a pris le pouvoir et c'était le plus malchanceux de tous les présidents qui sont passés dans ce pays-là. Il y a eu... Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à un moment où il y a eu l'avancée du désert, les pays se recherchaient, l'Europe voulait se former en tant qu'Europe, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était la France à cette époque-là, que l'Afrique, c'est comme si elle a été écartée de ce qui devait se faire à cette époque-là. Abdou Diouf a pris le pouvoir à cette époque-là. Les vaches étaient en train de mourir, le désert partait, l'insalubrité dans le pays, le manque de chance qu'il y a eu par rapport à la sécurité, c'était compliqué. Ceci étant, je l'ai essayé de l'approcher. J'ai été reçu par le feu Babacar Néné, qui était le ministre de la modernisation à l'époque. Abdou Diouf m'a tout simplement mis en rapport avec un conseiller culturel à l'époque qui était Omar Ngalo Ndoye, si je ne me souviens plus, mais je n'oublie pas les noms. Il était de Rufisque. J'ai été reçu au palais pour parler de ce vieux projet, parce qu'à l'époque, c'était la même chose. Je ne voulais pas travailler parce qu'aujourd'hui, j'ai eu quand même des propositions, parce que je venais avec le diplôme supérieur d'art plastique de Paris, et que mon prédécesseur, celui avec qui nous avons fait des études, a été nommé directeur de l'école des arts, et par la suite, il a été appelé à d'autres fonctions. C'est Alioune Badiane, qui était le directeur des arts, qui est mon promotion, mon année de 1 année ou 2. Donc, j'ai eu des propositions pour être directeur de l'école des arts de Dakar, ou bien de la manufacture des tapisseries de Thiès, ou conseiller culturel à la présidence, ou commissaire chargé des expositions à l'extérieur pour aider l'art sénégalais, etc. Mais cette époque-là, mon ambition n'avait pas changé. J'étais sur Tambacounda, Bandafassi, pour faire un carar au Sénégal, rassembler des artistes d'abord d'Afrique, du Sénégal, mais
apporter d'autres artistes pour venir exploiter le marbre, le granit et toutes les pierres qui sont ici dans ce pays-là, qui sortent de l'ordinaire. Ça, c'était le but de mon retour à cette époque-là. Et je n'ai vu, après que cette carrière a été encore décernée à un Italien qui a monté un projet intitulé la CIMAF, la Société africaine marbrière. Et puis voilà, je n'ai pas eu ce que j'ai voulu. Je suis reparti au temps de Diouf à ce niveau-là. Tous les projets qui ont été déposés à cette époque, d'où l'aménagement de la corniche ouest de Dakar, le phare de Dakar, le monument de la Renaissance, c'est à cette époque-là que je suis venu avec ces projets-là. Justement, à cette époque, c'est tombé dans le règne d'Abdoulaye Wade. Quelles ont été vos relations à lui aussi? Voilà, vous savez, il faut toujours, je dis même enlever son chapeau pour Wade, pour ce que Wade représente pour le Sénégal, au même titre que quelqu'un qui s'est battu, qui a voulu à ce que le Sénégal avance pour prendre le pouvoir. Il s'est heurté au président Senghor, avec Cheikh Anta Diop, avec Mamadou Dia, et nous, on était vraiment tout petits. J'ai connu Wade depuis parce que j'habitais à Amitié 2 et je fréquentais la maison d'un vieux journaliste que vous connaissez peut-être, c'était Obey Diop. J'étais avec ses enfants et Obey Diop habite en face de la maison de Wade. Là-bas, il y avait aussi la maison de Tamsir Mboup. Il y avait à l'époque Karim Gueye comme ministre. Il y avait Daouda Sow avec Djiboka. Il y avait Lamine Diack et Madi Sissoko. C'est sur cette ambiance-là que moi j'ai grandi. Avec Tata Annette Mbaye d'Erneville, les Sœurs Optimistes, Madame Gueye à qui appartenait Relais. Il y avait Famara Sagnan. Voilà, tous ces gens-là ont une œuvre de cette époque-là, de mon travail. Lorsque j'ai côtoyé, je pourrais dire aujourd'hui ici, ma première exposition solo, elle a été inaugurée dans les salons du Cœur d'Amel, à l'hôtel Teranga, par Abdoulaye Wade, qui était juste avocat. Les relations se sont perdues. Je suis parti en Europe et je suis venu en 1996 avec des Japonais venant de Tokyo pour le même projet aujourd'hui de la forêt bleue à Ngehor, dans la forêt des Baobabs. 64 hectares m'ont été octroyés là-bas à cette époque-là. Wade venait d'être nommé par Abdou Diouf, ministre d'État. J'ai les lettres en haut, etc. Il a tapé sur la table parce que j'avais ces difficultés-là justement avec le président Diouf pour ériger ce projet voilà. Il a dit, si Abdou Diouf n'adopte pas le projet, j'en ferai un problème international. Non seulement l'impact de votre projet sur le développement et la protection de la nature, mais en plus, elle apporte quelque chose au tourisme et à l'art de notre pays. Je vous aiderai à trouver le financement de ce projet, etc. Voilà, les choses se sont succédées de cette manière. J'avais Shiseido, qui est un cosmétique, qui avait un budget assez important à l'époque. Je suis venu ici avec des Japonais. Habib Si, qui était son directeur de cabinet à cette époque-là, était le témoin de ce que je raconte aujourd'hui. D'où est née cette muraille de Chine? J'ai parlé de la difficulté en utilisant cette muraille de Chine en tant qu'obstacle, où tous les Chinois se sont mis ensemble à porter des cailloux pour fabriquer durant 50 ans ce projet qui fait partie des merveilles du monde aujourd'hui. J'avais parlé de la forêt bleue en tant que la 8e merveille du monde ici au Sénégal. Et jusqu'à présent, j'y crois. Je ne suis pas découragé par rapport à ce projet-là. Alors, c'est de là où est né l'aménagement de la corniche ouest de Dakar. Abdoulaye Wade m'a mis en rapport avec quelqu'un qui s'appelle Khalifa Babacar Gueye, qui a été nommé. Il est ici à Dakar. Il peut justifier ce que je dis aujourd'hui. Lorsque Wade a pris le pouvoir, non seulement j'ai participé à l'élection de Wade parce que j'ai prêté à New York ma galerie, qui était son QG, en fait, voilà, de rassemblement, mais je n'ai pas eu la chance de le rencontrer durant 4 années quand Wade était nommé. En train de se produire encore aujourd'hui par rapport à ma relation avec Macky Sall pour faire les productions. Toutes les portes sont verrouillées, barrières, personne ne rentre, et que c'est eux qui vont dire que c'est eux qui sont les initiateurs
de ce que j'ai dit. Oui, bien sûr, parce que là, c'est étonnant. Je crois que c'est le 11 juin que le président de la République, après avoir eu un entretien avec Mme Marième Badiane, je crois, qui est ministre d'État, que le président a fait un conseil des ministres sur l'environnement en disant que personne ne doit toucher les baobabs sur Diamniadio et le lac Rose, et que d'ailleurs à ce sujet, il y a un projet de l'environnement de paysager. Alors, c'est marrant parce que le lendemain, après avoir vu quelqu'un pour qu'il m'aide à voir le président, on présente mon projet sans ma présence. C'est ce qui se passe en général. C'est ce qui décourage tous les Sénégalais qui ont vraiment envie de rentrer au Sénégal. Je ne suis pas le premier à qui on prend des projets. Mais ceci étant, aujourd'hui, je suis tellement confiant de ce que je dis et que pour faire ce projet-là. Donc, je ne vais pas commettre l'erreur de dire rien du tout au président Macky Sall. Au contraire, j'ai eu un espoir. Lorsque Macky Sall a été élu, j'ai sauté de joie. Pourquoi? Parce que c'est en dehors du côté politique du président Macky Sall. Il est géologue avant d'être tout. Il ne peut pas passer à côté de l'environnement. Parce que quand je parle des nappes phréatiques, il comprend. Lorsqu'on parle de la biodiversité, il connaît. Quand on parle de l'eau et de l'importance des parcs paysagers ici au Sénégal, il n'y en a pas un seul. Non. J'ai rencontré, comme je dis encore une fois de plus, avec de bonnes relations, de très bonnes relations. Le ministre de la Culture, il est au courant et on a de très bonnes relations tous les deux, Latif, etc. Monsieur Seydou Sissal, il est à Diamniadio, je l'ai rencontré. Fodé Silla, nous avons travaillé un tout petit peu sur le projet et au moment où il m'a demandé de lui donner le projet pour que lui, il aille le présenter au président, j'ai refusé parce que je vais y aller tout seul. Je suis le seul qui puisse être en mesure de défendre mon projet. J'ai parlé avec Marito Nyan qui m'a reçu sur d'autres choses. Il est aussi ouvert à ce qu'on travaille sur l'université des savoirs pour que je fasse l'aménagement de ce parc-là. J'ai rencontré aussi le ministre de l'Environnement, Mme Tierno, qui m'ouvre les portes en disant « Oui, Ousmane, c'est magnifique votre projet. Au moment où vous allez commencer, je suis en mesure de vous donner les arbres qu'il vous faut et les autorisations pour que vous puissiez, parce que l'agroforesterie consiste à travailler avec la forêt et de l'agriculture, mais nous avons aujourd'hui appris les techniques les plus avancées. C'est là où que personne ne peut piquer votre projet, sur la transplantation. Je peux aujourd'hui prendre un arbre de 600 ans et l'enlever, le replanter ailleurs, sans pour autant que cet arbre meure. Nous pouvons capter l'eau de l'air. Ce n'est plus du tout l'eau de pluie, de forage, de tout ça. On a des techniques innovantes qui vous permettent de travailler. Il faut connaître ce que vous faites. On ne peut pas partir sur des parcs paysagers. Tout le monde dit, moi je vous prends au mot, montrez-moi une sculpture dans tout le Sénégal, dans un seul rond-point, il n'y a rien. Moi je parle de ça parce qu'on est important de dire que oui, l'émergence c'est très bien. L'insalubrité, il faut l'enlever. Il faut travailler de telle sorte que l'avenue du Centenaire, sur laquelle nous avons la plus belle avenue, en tout cas de Dakar, qui pourrait être en mesure de rivaliser avec les Champs-Élysées, etc. Il faut enlever les Chinois, parce que c'est notre avenue, c'est notre boulevard. Je rends hommage à Mme Diouma Dieng Diakhaté qui a bâti un endroit exceptionnel, et les allées du Centenaire et le monument devraient être succédés par des projets de cette envergure-là. Alors, je crois que si nous voulons vraiment réussir et aller dans une direction exceptionnelle de faire de ce pays-là une destination, nous sommes obligés de travailler ensemble avec l'État. On ne peut pas aller à l'encontre de l'administration parce que c'est eux qui donnent d'abord les aides, mais aussi d'accompagner les artistes et d'autres gens pour venir créer vraiment à ce que le Sénégal devient un pays de rêve, parce que c'est un tout petit pays qui est tellement facile à faire et voilà, que cette émergence puisse voir vraiment le jour.
Donc, vous êtes en parfaite adéquation avec le président Macky Sall. Je ne dirais pas de politiquement. Vous savez, il y a une phrase qui me rappelle Mansour Mbaye. El Hadji Mansour Mbaye a dit une fois, c'était un ami de Abdoulaye Wade, et que, pardon, de Abdou Diouf. Hein? Je reste sur les positions de Mansour Mbaye. Un président de la République, quel que soit X ou Alpha, de votre appartenance politique, nous sommes des artistes qui sont à l'écart de ces directions-là. Le respect, si je vais à Paris et que mon président est attaqué ou le drapeau national, je le défends. Je défends Macky Sall par rapport à ça. Il est président de la République. Et aujourd'hui, là, maintenant, c'est lui le responsable de l'avancée de mon projet ou de la réalisation de ce projet-là. Si Macky Sall est vraiment, il aime son pays, on ne peut pas être contre un projet qui puisse être en mesure de créer 140 000 emplois et de faire du Sénégal une destination certaine d'exportation et d'amener plus de 7 millions de touristes par an dans ce pays-là. Donc je ne peux pas non plus le faire sans l'accord de l'administration. En ce moment, nous sommes liés. C'est que dans cette direction-là où je parle de ça. J'ai écrit 2 lettres à la présidence, directement au président de la République. J'ai parlé à Kassé, qui est journaliste, ministre auprès du président de la République. À l'unanimité, tout le monde m'a dit, on lui a fait part. Et je crois à tout le monde par rapport à mon éducation. Mais je n'ai pas à ce jour reçu de réponse directe du président de la République qui me dit ceci ou cela. J'ai cherché un rendez-vous. Cela fait 1 an et demi. Je n'ai pas reçu ni une lettre écrite, ni un téléphone qui me permet de dire attendez ceci, cela. Seulement, ça commence à prendre vraiment du temps et que l'agriculture est basée par des saisons et des intempéries. Si j'avais commencé il y a 1 an et demi ou 2 ans la forêt bleue, elle était en train d'être visitée aujourd'hui. Donc on est toujours obligé. Il y a ce qu'on appelle les descentes de sève. On travaille sur les arbres en fonction du temps. Quand je dois faire une transplantation, je dois le faire au moment où les arbres n'ont plus de feuilles. Mais si je suis obligé à attendre l'année prochaine, durant la prochaine hivernage, ça fera 3 ans que je parle du projet. Donc on a perdu 3 ans parce que je dois avoir un président de la République 20 minutes. Nous avons atteint le crépuscule de ce numéro. Cependant, nous vous donnons rendez-vous dans un autre. D'ici là, restez scotchés sur Dakaractu TV.